Bonsoir camarades, combattants, militants et sympathisants de l'idéologie panafricaniste à travers le monde. Vous qui nous suivez de partout, nous vous disons merci. Ce soir, ce jour, nous sommes avec un invité qu'on ne présente plus dans le cadre d'une première édition de la RECAP, une émission dans laquelle le président Bandakani revient sur ses propos et les explique mieux pour le bonheur de notre opinion et de ses militants et partisans à travers le monde. Monsieur le Président, de prime abord, bonsoir. Bonsoir, mon cher Beck, le roi. Je voudrais saluer cette nouvelle opportunité que, dans le cadre de votre créativité numérique, vous m'offrez pour davantage expliciter nos points de vue dans le cadre de notre communauté numérique, pour continuer à faire la promotion de la pensée panafricaniste au Cameroun, en Afrique et dans le monde. C'est une opportunité spécifique, mais heureuse, d'expliquer davantage, de manière précise, des sujets qui, autrement, auraient pu passer sous la fourche courdienne de la RECAP, qui souvent récapitule simplement les événements. Ça offre aussi une opportunité à ceux qui n'ont pas pu suivre nos émissions de saisir un aspect, une facette des problématiques que nous avons soulevées. Donc cette nouvelle version de la RECAP me va. Donc je voudrais vous féliciter pour ça. Je voudrais saluer nos internautes. Je leur suis indéfiniment reconnaissant. Je voudrais saluer nos abonnés. La courbe ne cesse de monter. Une montée vraie, sérieuse, consciente, qui ne s'accommode pas de toutes sortes de trucages. Ça nous réjouit et ça nous encourage. Donc voilà, je suis à mon poste. Merci, Monsieur le Président. Vous avez parlé d'un nouvel ordre numérique mondial. Bien sûr. Monsieur le Président, nous l'avons annoncé. Et comme tout ce que nous annonçons, c'est sérieux. L'Afrique ne peut pas continuer à être le marchepied d'un ordre numérique dont elle ne maîtrise ni les tenants, ni les aboutissants. Il faut rompre ça. Nous allons rompre ça. Et c'est très bien retenu, nous allons rompre cet ordre numérique mondial unique et contre les Africains. Tout à fait. Monsieur le Président, nous commençons par le Cameroun, nous mettons un point d'arrêt sur le Cameroun et nous allons commencer par le contentieux colonial et le rapport français sur le génocide camerounais. Nous rappelons dans une émission, plusieurs émissions, une des émissions dans différents médias, vous avez dit ceci, je cite, « La France et le Cameroun, c'est la guerre. Il n'y a pas de contentieux, sinon Emmanuel Macron n'aurait pas osé faire cela. » Vous avez rappelé également que la France et l'Allemagne, il n'y a pas eu de contentieux. Il y a eu un tribunal de guerre qui a jugé les nazis. Monsieur le Président, nous vous écoutons. Mais il faut simplement rappeler les choses et les restituer dans la norme. D'abord, la norme au sens moral, c'est-à-dire que il ne faudrait pas qu'il y ait des deux poids, deux mesures. Donc, pourquoi ce qui est vrai pour l'Allemagne, pour ne parler que du cas de l'Allemagne, ne serait pas vrai pour le Cameroun? La norme morale aussi pose qu'il ne revient pas à un criminel de juger ses crimes lui-même, d'en organiser le procès, de désigner les procureurs, les magistrats, et de créer le cadre y afférent. Donc, à tout point de vue, il y a un problème moral dans la démarche de ce type-là. Et au niveau des normes juridiques, ce contentieux a cette situation, parce que le mot contentieux me gêne. Vous avez dit qu'il n'y a pas de contentieux. Je ne le trouve il y a pas. Une guerre. Je me le trouve pas. C'est une guerre. C'est une guerre. Ce sont des rapports de guerre. C'est une guerre, c'est un des rapports de guerre qui n'ont jamais cessé. Les formes évoluent,
Mais le principe de la guerre n'a jamais cessé. Et aujourd'hui, quelle est la forme que nous avons? La forme de la guerre, c'est la démarche de M. Macron, c'est une guerre. Sauf si vous ignorez que la question mémorielle, telle que l'envisage M. Macron et l'État français, c'est la continuité de la guerre par les moyens de la manipulation mémorielle. Et donc ce rapport s'inscrit dans le cadre de cette guerre? Oui, bien sûr. D'abord, il y a manipulation mémorielle. Manipulation gravissime parce que c'est une violence de très haut vol. Parce que ranger la question de nos relations avec la France dans une lexicologie du type mémoriel, ça c'est parce que vous vous rendez compte. Ça veut dire que c'est passé, ça n'a aucune incidence sur le présent, c'est fondamental, et que la France a changé de comportement entre-temps, a refondé ses relations avec le Cameroun, nos pays, en ayant tiré de véritables leçons de l'histoire. Mais ce n'est pas le cas. Pourtant, le président français Emmanuel Macron, lui, estime que le contentieux colonial s'est dépassé, c'est les générations passées françaises. Oui, mais c'est ça qu'il faut dénoncer, et c'est très violent. Non seulement c'est violent même, d'ailleurs, parce que d'abord, il s'approprie le monopole de la construction du récit lié à la guerre, dans la période circonscrite, en fonction de ses intérêts. Mais deuxièmement, il nie la guerre qu'il fait actuellement en notre pays, le Cameroun. Il nie cette guerre-là. Je voudrais vous indiquer que le franc CFA, c'est une guerre. C'est la guerre monétaire. On ne conçoit pas qu'au XXIe siècle, de tels rapports monétaires puissent exister entre l'État français et les États africains. Quelle que soit la forme sous laquelle on prend la question monétaire, c'est une guerre, puisque tout notre argent est confisqué par la France. Les réformettes, les escroqueries que Macron appelle réformes, ont consolidé le franc CFA en l'État et ont démontré que M. Macron et la France se moquent des pays africains. Il ne faut pas venir dire aux Africains, celui qui ne veut pas. Mais pourquoi la France aussi ne parle pas? La France peut partir. On lui dit, ça pas ta monnaie, tu dis, celui qui ne veut pas, part. En sachant très bien les leviers obscurs que tu vas manipuler pour déstabiliser les pays qui vont sortir du franc CFA, à défaut d'assassiner les dirigeants. Donc, vous voyez, à tout point de vue, c'est la continuité de la guerre. L'animation du scénario terroriste par la France se solde par des centaines de milliers de soldats africains qui meurent. Et pour le cas du Cameroun, nous sommes déjà des centaines de soldats que nous avons perdus, rien que sur le front de Boko Haram. On les compte à milliers. Centaines, c'est peu dire. Mais dans un tel contexte, est-ce que le Cameroun fait la guerre à la France de la même manière? Est-ce que le Cameroun fait la guerre à la France de la même manière? Le Cameroun n'a pas cessé de respecter tous les engagements qu'il avait envers la France. Le Cameroun a respecté les normes diplomatiques. Le Cameroun a été à tout point de vue correct envers la France. Au nom de quoi? La France, elle n'a jamais cessé de nous faire la guerre. Et elle vient envelopper ça avec l'hypocrisie diplomatique. Non. Si les autres se taisent, non, ce n'était pas au NMP. Notre rôle, ce n'est pas de se taire. C'est de dénoncer en l'État nos rapports avec la France. Ce sont des rapports de guerre. Il n'y a pas de contentieux. Et la dernière séquence, avec cette lettre qu'il écrit, se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. Donc, une fois de plus, on veut nous imposer d'abord une périodisation qui n'a aucun sens. C'est M. Macron, je comprends bien, c'est de 1945 en 1970. Mais c'est sur la base de quoi? Et avant, au nom de quoi? Il est qui pour décider? Il est d'abord qui pour décider? Macron, c'est qui pour décider d'abord de la périodisation? Donc, comme il a décidé, t'as parlé, nous on dit, on s'en fout. Ça ne nous console pas. Mise sur pied par le président. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, le Cameroun a refusé de collaborer avec la commission de M. Macron, je sais que vous le savez. Les archives du Cameroun n'ont pas été ouvertes à cette commission-là, qui n'est commission que de nom. Un ramassis comment on appelle ça, des petits valets au service de M. Macron. Il y en a même une moralité extrêmement douteuse dans cette commission-là. On a pris un directeur, la directrice, oui, elle a en apparence des compétences dans ce sens, mais c'est Macron le patron. Donc vous avez
un politicien historien qui veut restituer les faits historiques, n'est-ce pas? Et sous le prisme et sous le cachet de l'indiscutabilité. Donc, ouais. Donc, vraiment, c'est cette gesticulation-là n'intéresserait personne s'il ne s'agissait pas, justement, des rapports de guerre qui lient notre pays à la France. Monsieur le Président, nous restons au Cameroun et nous nous interrogeons sur le général français ambassadeur, le général ambassadeur. Ça pose déjà problème. Le général ambassadeur, monsieur Thierry Marchand, qui est en fin de voyage, qui est en fin de mission diplomatique, qui sera remplacé d'ici peu par monsieur Sylvain Riquier. Monsieur le Président, vous avez déclaré que, déjà sur le titre de général, que ce n'est pas habituel dans la diplomatie d'envoyer un général comme ambassadeur et que c'était un message. Vous avez continué en disant que il avait un agenda de déstabilisation au Cameroun, de faire aboutir au pouvoir un certain nombre d'éléments de la France au Cameroun dans le cadre de la succession du président Biya. Monsieur le Président, hier, monsieur Thierry Marchand a rencontré le président Paul Biya. Comment interpréter cela? C'est l'hypocrisie diplomatique. C'est ce qu'on nous impose. C'est ça la diplomatie. Et rire avec vous tout en vous poignardant derrière votre dos. Le Cameroun vit dans ça. Ça ne dérange pas notre président. Tant mieux. Mais nous, dans le cadre de notre combat panafricaniste, notre rôle, c'est d'exposer ces rapports dans leur nudité et dans leur crudité et de permettre qu'il y ait une élucidation populaire des mécanismes cachés de cette diplomatie-là. C'est comme ça que nous allons régler, qu'on va sortir de ce carcan tragique. D'abord, pour revenir à la nomination d'un général, c'est une première dans les relations franco-camerounaises. Sauf si je me trompe. C'est une première, effectivement. Voilà, c'est une première, et même dans la diplomatie française, de vouloir la mixer au point de lui donner une autre nature. C'est-à-dire où des diplomates de formation et de carrière seront confrontés à des diplomates par nomination. C'est-à-dire qu'on peut ramasser n'importe qui devient diplomate, pourvu que c'est le président qui le nomme. Ça regarde les Français. Ça regarde les diplomates français, ça ne nous regarde pas. Seulement, ce général est venu ici. Moi, je vous demande, quel était le besoin de nommer un général au Cameroun, comme ambassadeur au Cameroun? C'était pour expérimenter quoi? Sauf pour les naïfs. Ça s'inscrit dans une dynamique où la duplicité a remplacé les nombres diplomatiques. C'est-à-dire que depuis un bon bout de temps, les Occidentaux, sous le couvert des nombres diplomatiques acceptés, se sont organisés pour détricoter ces normes-là, n'est-ce pas? Détricoter le droit international en créant des situations de non-droit, comme le terrorisme, à travers le terrorisme et les terroristes, à travers la promotion d'ONG, à qui on attribue des légitimités, inventées de toutes pièces, et qui sont devenus, pour les ONG, des interlocuteurs des États, au point où des ramassis de voyous, qu'on habille de titres de président d'ONG, etc., siègent dans les enceintes internationales, au point même de participer à ce qu'on pourrait appeler la notation des États. Même, et de manière à influencer même les rapports entre les États. Tout ça au bénéfice de l'Occident. Il y a le levier terroriste, où, sous le couvert des concepts fumeux, groupes politico-armés, etc., les États africains sont retrouvés dans une situation extraordinaire où ceux-ci sont menacés de disparition et d'effondrement. Ça ne se traduit pas des milliers et des milliers et des milliers de morts, ça se traduit par une insécurité grandissante à la frontière des États, au cœur des États, et ça se traduit par la déstabilisation totale de nos États. Ce qui affaiblit leur capacité à être des interlocuteurs sur la scène internationale. Vous voyez, c'est gravissime. C'est gravissime. Ce n'est que dans cette logique qu'on peut comprendre la nomination d'un général. Qu'est-ce qu'un général sait faire en dehors de faire la guerre? Est-ce qu'un général, c'est un diplomate? C'est à la fin de sa carrière qu'un général apprend la diplomatie? Vous êtes sérieux?
Un général, c'est un homme d'âme, c'est un homme de guerre. Donc, à partir de ce simple raisonnement logique, ce monsieur est venu faire la guerre. Deuxièmement, il faut voir dans quel contexte il vient dans un contexte où la France déstabilise toute l'Afrique centrale à travers Boko Haram. Nous avons observé une recrudescence des attaques de Boko Haram. Ben, ce n'est pas moi qui vous ai dit. Vous avez le président du Niger, général Tchani, nous a révélé les raisons pour lesquelles M. Macron a réservé au président Tinibou les honneurs de la visite d'État en France. Ils ont révélé ça pour déstabiliser les pays africains, déstabiliser le Sahel, déstabiliser l'Afrique centrale. Mais écoutez, ça nous coûte cher, nous, au Cameroun, en termes d'hommes et en termes d'argent. Et derrière tout ça, en plus de ça, la France héberge sur son sol le quartier général de la déstabilisation de notre pays, à travers toute une série de prétendus exilés politiques et d'organisations qui saccagent nos ambassades, qui portent atteinte à la sécurité du président quand il est en déplacement officiel. Je ne parle pas de la diplomatie de rue que M. Macron a inventée en élevant au statut de diplomate de voyous. Mais vous voulez quel genre de preuves? Alors, quand on voit tout ça, et quand on regarde tout ça, et on regarde la tradition française, M. Général, il est venu coordonner tout ça, de manière à ce que le Cameroun soit déstabilisé à des niveaux très élevés. Je ne voudrais pas parler d'autres entrées qu'il a, du point de vue historique, dans certaines comment on dit ça, dans certaines structures militaires. Non, ne parlons pas comme ça. Il a, dans certains réseaux que la France a entretenu dans le pays depuis sa présence coloniale jusqu'à nos jours, dans l'armée, dans la gendarmerie, dans l'administration. Il est là pour coordonner tout ça et il ne s'en cachait même pas d'ailleurs. Vous avez rappelé même d'ailleurs que le 20 mai, il avait préparé un coup d'État et qu'il cachait des snipers au sous-sol de son ambassade. Je renvoie les gens sur nos vidéos, dans nos vidéos précédentes sur la question. Donc, il est venu pour ça. Et deuxièmement, l'agenda diplomatique français, que ce soit au niveau de sa façade au public, quand un pays a un président se permet d'organiser un sommet dédié à l'Afrique, où il décide du sort de l'Afrique. Vous parlez du sommet de Montpellier. Ce truc qu'on a appelé le sommet de Montpellier. Le sommet, vous dites? Mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire que c'est pour tuer l'Afrique. Donc, vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'un chef d'État se lève, il a le mandat, je rappelle que c'est le président français. Est-ce qu'il faut rappeler ça? Bon, appelons-le comme ça, puisque les Français l'ont élu démocratiquement, disent-ils. Ce monsieur dont se permet, sur la base du mandat qu'il a reçu de la France, de choisir notre mandat, de décider le sort de l'Afrique, ce qui est bien pour nous. Il choisit ses interlocuteurs, il fait des réunions, il rassemble les gens, et il décide que bon, ok, il va appliquer ça pour le compte de l'Afrique. Ben, c'est en plein jour, le monde entier voit, les Africains voient, et on nous regarde. Et tout ça au nom de la démocratie. Vous avez un président qui reste, il a même voyagé, depuis qu'il est président, il a plus voyagé en Afrique qu'en France même. C'est-à-dire que les tournées en France sont inférieures au nombre de tours de voyage qu'il a fait en Afrique. Est-ce que l'Afrique, c'est la France? Est-ce que l'Afrique, c'est un territoire français? C'est le seul président au monde qui fait ça, qui concerne l'Afrique. Vous avez prenez Donald Trump, voilà ton deuxième mandat. Il a même visité un pays africain. Ça ne veut pas dire que les Américains n'ont pas d'intérêt en Afrique, au contraire. Mais expliquez-moi pourquoi le président français, ce type-là, il a plus voyagé sur le continent qu'en France même. Je prends ces éléments-là, qui sont factuels. Tous les éléments, les documents relatifs aux stratégies françaises. Allez voir ce qu'on dit de l'Afrique. La déstabilisation y est clairement élaborée, énoncée. Les termes sont clairs. Vous parlez des rapports de l'école de guerre française. Mais ce n'est pas le seul rapport. Tous les rapports qui ont été faits sur l'Afrique, que ce soit les rapports des parlementaires, des commissions, de différentes commissions. Mais l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est de démontrer que l'Afrique appartient à la France. Est-ce que la France fait ça pour d'autres pays dans le monde? Donc, on fait comme si nous inventons les choses. C'est devant nous. Et le fait que d'autres n'en parlent pas renseigne sur le niveau de trahison, de
camerounaise, qu'elle soit politique, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit religieuse, etc., qu'elle soit traditionnelle, le degré de trahison est tel que on veut banaliser ce qui relève d'un crime, ce qui relève de l'inadmissible. Et tout ça se fait sans réciprocité. Ce n'est pas qu'on veut. Il n'y a pas de possibilité de faire la réciprocité. C'est quand même extraordinaire. Donc, quand vous voyez tout ça, vous comprenez très bien que la nomination d'un général vise à transformer seulement, vise à militariser cette stratégie-là, n'est-ce pas, dans le cadre de la déstabilisation du Cameroun. Et ce monsieur, il est parti, ben, il a ramassé, il a échoué, il est parti. Celui qui est en train d'arriver, nous avons un comité d'accueil qui va le recevoir. Monsieur le Président, vous avez terminé en disant que la France est dos au mur en Afrique. Bien sûr. Mais c'est évident, c'est moi qui le dis. Ce sont les dirigeants français qui le disent, non? Le président Macron l'a dit plusieurs fois, les parlementaires l'ont dit, les généraux l'ont dit, d'ailleurs même l'autre a même promis, c'est le Cointreau, c'est quoi là? Général Lecointre, l'ancien chef d'État. Comment le faire comme son nom? C'est le Cointreau, c'est quoi, je ne sais pas. Il a dit qu'ils vont revenir. Et qu'ils viendront pour s'installer définitivement. Donc, pour revenir, ça veut dire qu'on les a chassés. C'est un général qui parle. C'est que les militaires ne parlent pas comme les politiciens. Donc, il en est qu'on les a chassés. Donc, la France, c'est plus qu'avoir le dos au mur. Il y a un processus historique qui est très historique. D'ailleurs, c'est le plus grand processus historique qui traverse l'Afrique depuis les années 60, après la lutte des indépendances, etc. Il n'y a pas eu un processus historique de cette dimension-là. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est un fait. Puisque, à partir des années 60, il n'y a pas eu de dynamique. C'est-à-dire qui est eu pour agenda, pour enjeu, pour résultat, de chasser la France, de le mettre dos au mur. Et que ça ne se traduise pas des résultats aussi spectaculaires que ce qu'on a vu depuis 15 ans, sous la bannière du mouvement panafricaniste. Donc c'est un fait. On ne dit pas qu'il n'y a rien eu avant, non. Il y a eu, ils ne se sont pas rappelés les initiatives qu'il y a eu avant nous, depuis le plan de Lagos, depuis Sankara, bon, ça je parle, je ne dis pas, je ne comprends pas l'OUA ici. L'OUA a fait un travail extraordinaire. L'OUA a fait un travail extraordinaire, mais depuis la transformation de l'OUA, c'est-à-dire l'Organisation de l'Unité africaine, en UA, c'est pas depuis la fin du rôle historique de l'Union africaine, de l'Organisation de l'Unité africaine, décolonisation, etc., on a bien vu qu'il y a eu un recul, un grand recul du mouvement panafricaniste qui est revenu au premier plan à la faveur des événements de Libye et de Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces deux-là. Depuis ce moment-là, une nouvelle génération a émergé sous notre bannière pour aboutir aux résultats que nous avons aujourd'hui. Donc la France n'est pas seulement dos au mur. Elle est dans une situation où n'est-ce pas, est mis sur la table de manière très puissante son départ de l'Afrique. C'est-à-dire, sauf si, vraiment, elle change complètement de politique. Mais ça, c'est la mer à boire pour l'État français. Monsieur le Président, quel est selon vous le nouvel agenda du nouvel ambassadeur qui arrive au Cameroun? Non, ne soyez pas pressé. Je préfère me réserver ça. On va le faire le comité d'accueil. Dès qu'il est là, nous ferons une émission avec le comité d'accueil. Mais je peux vous donner la quintessence de ce comité d'accueil. Je vous donne simplement une idée. Nous allons présenter à l'ambassadeur les actions pour lesquelles il est là. Son agenda, on va lui montrer son agenda, qu'on est au courant. En remontant à la surface, un ensemble de processus que la France a en train de coordonner au Cameroun, dans le but d'organiser la jeunesse pour les besoins de la cause française. Vous avez parlé des ONG et de certaines organisations. C'est même plus que ça. C'est même plus que ça. Vous maintenez le secret des dieux. Oui, il faut maintenir le secret parce que attendez qu'il arrive, non? C'est un comité d'accueil. Nous ne sommes pas des. On veut accueillir l'ambassadeur de France. Il faut accueillir le nouvel ambassadeur de France. Dans la bonne tradition de la pure tradition des relations franco-camerounaises. Monsieur le Président, nous passons directement aux dynamiques de coalition de l'opposition camerounaise en vue d'une candidature unique. Monsieur le Président, vous avez déclaré sur l'axe nord-ouest qu'il n'y a pas eu de candidature unique de l'opposition depuis 1992 et que la seule qui était potentiellement portable, c'était celle de John Fungi et que ça n'a pas abouti. Monsieur le Président, vous avez également déclaré que l'opposition cherche à chercher un candidat unique sans toutefois vouloir mobiliser la population et qu'elle se concentre uniquement
à caricaturer le gouvernement de dictature. Monsieur le Président, vous avez dit et vous avez démontré que cette caricature vise à masquer les tares de cette opposition et que ça dénote d'une profonde contradiction puisqu'elle se soumet au processus électoral et se voit accepter les résultats de cette élection. Monsieur le Président, et enfin, vous avez déclaré que l'opposition cherche à faire d'une candidature unique un sésame pour le peuple camerounais. Monsieur le Président, nous vous écoutons. Je reprendrai ça d'une autre manière. Vous savez que nos détracteurs nous appellent opposants de l'opposition. C'est ça qu'ils nous appellent, nos détracteurs. Très chaleureusement. Je ne sais pas s'il faut appeler ça chaleureusement, mais il y a de la malice là-dedans. Et le côté malicieux vise à discréditer une position originale dans le paysage politique. C'est-à-dire une position qui se démarque des deux faux pôles. C'est-à-dire deux faux pôles, je précise bien. C'est-à-dire ces deux faux pôles qui sont censés représenter tout ce que le Cameroun peut offrir en termes d'expérience politique. Le pôle du pouvoir et le soi-disant pôle de l'opposition. Or, nous disons que ce sont les fils d'un même père. C'est une même famille qui se querelle. C'est ce qu'on a entendu dire. Or, nous disons que le Cameroun n'est pas fait que de cette famille-là quand on parle de l'histoire du Cameroun. L'histoire du Cameroun, c'est, si on veut schématiser, c'est deux principales familles historiquement constituées. La famille qui considère que pour que le Cameroun prospère, il faut d'abord naturellement faire prospérer les intérêts étrangers. Parce que depuis notre rencontre avec l'Occident, lutter pour l'indépendance n'a pas d'issue favorable. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux pratiquer la sagesse consistant à collaborer avec le colon, c'est-à-dire en fait se compromettre, accepter sa domination contre une paix coloniale, une paix néocoloniale, une stabilité néocoloniale, une stabilité coloniale, avec tous les maigres avantages qu'une élite peut se tirer de cette compromission. C'est une vieille position politique et stratégique qui a engendré l'une des grandes familles politiques du Cameroun, c'est-à-dire la famille que la figure de Joula est venue consacrer. Ce qui fait une référence, facile à comprendre. Donc, le stade culminant de cette famille, ça a été son avènement politique sous la tutelle de M. Ojoula. M. Ojoula, c'est le père du colonat français au Cameroun. Et c'est aussi le père initiateur de l'élite Cameroun, d'une certaine élite politique camerounaise, ce que nous appelons les ojulatistes. Donc, vous avez d'un côté l'autre tradition politique camerounaise, à savoir celle qui estime qu'il n'est pas question de laisser les étrangers déterminer le sort de notre pays. Étant chez nous, Charbonnier étant chez soi, c'est à nous de décider du sort de notre pays, de son destin, et de traiter d'égal à égal avec tout ce qui vient de l'étranger. Vous parlez de la tradition upéciste. Cette tradition a été consacrée au niveau le plus élevé, et souvent par le mouvement upéciste. Le mouvement upéciste, originalement parlant, est sa consécration la plus aboutie. Son apothéose? Oui, la plus aboutie. Oui. Voilà. Donc, voilà les deux familles fondamentales de la politique camerounaise. Alors, qu'il y ait des sous-familles liées à ces deux familles principales, c'est une chose. Il ne faut pas nier ça. Mais de manière fondamentale, c'est ça. Ce sont les deux pôles fondamentaux de la politique camerounaise. Donc, ceux qui nous appellent opposants de l'opposition visent par ce tour de passe-passe à cacher cette ligne de démarcation fondamentale de la politique camerounaise. Ils veulent masquer ça et remplacer ça par une espèce de bricolage idéologique où on appelle opposants les gens qui sont seulement contre Paul Biya. On appelle opposants ceux qui veulent remplacer Biya et qui font de Paul Biya le problème du Cameroun. En fait, ça traduit quoi? C'est les deux facettes de la famille ojolatiste qui s'affrontent au Cameroun. Il y a la facette de l'endo-colonial qui est au cœur du pouvoir, on le connaît. Ceux-là, on se considère que bon, vraiment, après Biya, c'est Paul Biya qui doit continuer, soit par son fils, soit par un des barons autour duquel ils peuvent faire consensus, etc. De l'autre côté, vous avez la facette de l'opposition, ce que j'appelle les nouveaux ojolatistes, la nouvelle génération d'ojolatistes, autour des Camto, de tous ces gens qui sont là.
Vous parlez de l'axe nord-ouest. Avant d'arriver à ça, ils sont là. Quand on dit l'axe nord-ouest, tous ces partis politiques-là, qui sont de l'opposition-là, il y a qui n'est pas aujourd'hui là. Vous-même allez étudier. C'est cette voie qu'on veut taire. On veut tout faire pour nous étouffer, en nous caricaturant. Donc on veut nous faire taire. Donc, je considère que cette élection présidentielle, c'est le rendez-vous des Ojulatistes entre eux. La vieille génération d'Ojulatistes et la nouvelle génération. Sous le parrainage de la France et de l'Occident. Parce que les deux ont pour référence absolue la France, l'Occident. C'est ça. Vraiment, c'est de ça qu'il s'agit. C'est fondamental. Alors, il ne faut pas être tout excès nuisant. Il ne faut pas nier les évolutions qu'il y a eu, y compris dans la famille Ojulatis au pouvoir. Il y a beaucoup d'évolutions. Le président Biya a diversifié les partenariats, c'est un fait. En le faisant, il a poussé sa famille à évoluer. Mais cette évolution n'est pas bien digérée par les enfants politiques du président. Et il y a beaucoup qui attendent qu'ils partent et qu'ils retournent chez leur papa naturel, la France. Aidés en cela par une opposition elle-même qui ne joue que par Paris et par un anti-panafricanisme le plus réactionnaire. Donc il est important d'expliquer pourquoi nous avons décidé que dans une élection, nous ne soutenons personne. Je dis bien personne. Je vais bien expliquer ça. Donc une fois qu'on a dit ça, ben, dans un tel contexte, rechercher la candidature unique signifie quoi? Si vous pensez que notre horizon indépensable en matière de géopolitique, c'est l'Occident, et que nous sommes seulement là pour répéter ce que l'Occident nous a instruit de faire. Si vous estimez que c'est ça le fondamental chez vous, à partir de ce moment-là, à quoi sert un candidat unique? C'est un candidat unique de l'Occident. C'est un candidat unique pro-occidental. Qu'est-ce qui va le différer alors du DPC? Ce sont les querelles de famille, à savoir, ma chambre n'est pas bien climatisée, je n'ai pas assez d'eau dans ma chambre, les carreaux de mon frère briquent les miens. Ils ont des querelles comme ça entre eux. Vraiment, ça fait longtemps que tu es au pouvoir. C'est aussi notre tour. Hein? Vous, les bêtis, entre guillemets, vous êtes au pouvoir. Les nordistes ont pris autant d'aide. Il faut aussi que ça vienne chez nous, c'est le tourisme politique, le tourisme présidentiel, etc. Voilà les querelles qui les opposent, d'où leur accord sur leur essentiel programmatique, c'est deux mandats, tu pars, on met ça dans la Constitution et on fait des élections à 2 tours. Voilà toutes leurs réformes, tout ce qu'ils racontent, il n'y a rien de... Que ce soit la social-démocratie de notre ami, aux yeux au choix, tout ça, c'est la même chose, il n'y a rien de bon là-dedans. On est dans la révolution. Nous, c'est la rupture, on est dans la révolution panafricaniste. Nous, on est... C'est-à-dire qu'il faut sortir de tout ça. Et dans tous les domaines de notre vie nationale, de notre histoire. C'est ça la continuité épaissiste, de notre point de vue. Donc, ouais, donc, c'est à partir de cette grande orientation, de cette lecture globale, que vous comprenez dans la dynamique de la candidature unique, soi-disant. Bon, d'ailleurs, elle est très hypothétique. J'ai déjà expliqué qu'au Cameroun, il n'y a jamais eu de candidat unique. Comment on peut poursuivre un objectif qui est irréalisable en soi? Ça n'a pas de sens, c'est pour tromper les gens. Ou bien c'est la sorcellerie. On ne peut pas fixer un objectif dont on sait par avance qu'il est irréalisable parce qu'il n'est pas possible qu'il y ait un candidat unique de position au Cameroun. Ce n'est pas possible. Par contre, il peut y avoir une coalition autour d'une candidature forte qui mobilise. Oui, ça c'est faisable. On l'a eu, je vous ai dit qu'on l'a eu en 1992 avec le président New John Frundi, père son nom. Et il est passé à 2 doigts de la victoire, 2 doigts de la victoire. Mais à l'époque, beaucoup de candidats, aussi valable, aussi représentatif, d'après la géo-ethnie camerounaise et le communautarisme politique qui prévaut chez nous, Belouba était candidat, il avait son poids. Je crois qu'il a fait à l'époque 17%, je crois. 92, c'est pas petit. Hein? Monsieur Namjoya était candidat, Adamou Namjoya, père son nom, il a fait 3%. Et d'autres, Jean Dekindi était candidat. Pour ne pas citer les autres. En 1997, on a voulu essayer, je crois aussi en 2004, toutes ces démarches n'avaient jamais abouti. Jamais abouti. Et depuis, n'a plus émergé au sein de l'opposition camerounaise quelqu'un de la figure, de la carrure de Frundi, qui avait réussi à fédérer
les Camerounais sur une base nationale. Je ne parle pas des gens qui mobilisent sur une base ethnique. Il faut bien comprendre ça. Donc, quand nous parlons, le concept même de candidature unique au Cameroun, si on veut donner le sens, dans son ancrage camerounais, parce qu'il faut rappeler que ce concept de candidature unique, ça sort tout droit des cuisines de l'Élysée pour fausser les dynamiques démocratiques en Afrique. C'est-à-dire, de manière originelle, c'est ça. Mais les peuples ont pu s'approprier cette idée stratégique. Et au Cameroun, il y a eu une appropriation populaire, portée à l'époque toujours par l'UPC, par l'UPC, parce que Foundi, sans choquer les gens, en grande partie, c'est l'UPC qui l'a fait. Il a posé un acte extrêmement historique à Bamenda. Il est né là-bas, le mythe est né là-bas, mais en termes d'encadrement politique, c'est l'UPC qui l'a encadré. Ça, c'est un fait. Même si après 92, il a fait ce qu'il a fait, il a dit, bon, maintenant, tout le monde devient SDF ou bien je marche avec vous, mais c'est un fait historique. Et les gens, d'ailleurs, on peut rappeler, Bernard Mouna, paix à son âme, le frère bâtonnier Akere Mouna, n'a jamais pardonné à la mouvance EPC. Il n'a jamais pardonné ça, parce qu'à l'époque, il était le candidat naturel du SDF. Ce sont des faits que vous devez connaître. Alors donc, on s'est approprié cette dynamique, cette idée de candidature forte, puissante. Mais je répète, sur une base nationale. C'est-à-dire, dans la pure continuité, il précise, dépassement des ancrages géo-ethniques régionalistes pour porter un projet national. Foundi a incarné ça. Il est l'un des derniers hommes politiques à incarner ça dans ce pays. Le reste, là, aujourd'hui, là, quand vous regardez les candidats, là, prenez les hommes politiques camerounais qui incarnent un projet national. Ils ne veulent même pas entendre parler de ça. Les gens veulent faire passer pour national un projet géo-ethnique. Prenez-moi tous les candidats là. Citez-moi un qui porte un projet national. Donc, à partir du moment où il n'y a pas un projet national, à quoi sert la candidature unie de l'opposition? Ça sert à quoi? Il faut dire la vérité. Moi, je préfère qu'ils aillent comme ils aillent, ça ne dérange personne. Il faut être vrai avec les gens. Il faut raconter les histoires, coalition. C'est pour faire quoi? Puisque personne, elle n'est pas adossée sur une démarche nationale. Alors, on ne construit pas une dynamique nationale en vampirisant les réseaux sociaux pour masquer la base géo-ethnique qui est dans votre démarche communautariste. Vous voyez qu'à la fin, maintenant, l'idée même d'une unité de l'opposition, c'est quoi? C'est une agrégation de chefs régionaux. Bon, qui peut encore nier ça? Ils sont même tellement fiers de ça qu'ils vont dans les plateaux défendre ça, que non. Vous prenez M. Majadi, l'UNDP, il vous dit que non. La réalité est dit au Cameroun est importante. Il faut vraiment tous défendre ça. Il y a une espèce de sacralisation de l'ennemi au Cameroun qui est très inquiétante. C'est un recul politique. Pour le pays qui a donné au monde la révolution épéciste, c'est un recul. On veut nous faire reculer. Et il n'y a pas meilleure manière de faire la campagne du président Paul Biya que d'avoir ce genre de stratégie. Ils boivent du petit lait. Parce que M. Biya apparaît comme le rempart de l'unité nationale. Et on lui donne ça cadeau, comme on dit au quartier, cadeau, on donne ça cadeau. Ben, il faut réfléchir. Ce n'est pas un sésame. C'est un chiffon rouge qu'on est en train de brandir aux gens. Et justement, qui masque, n'est-ce pas, la réalité des stratégies des soi-disant d'opposition. En fait, c'est un accord qui ne dit pas son nom. Dans la grande famille ojolatiste, je dis la grande famille ojolatiste, c'est-à-dire le parti unique ojolatiste, même si c'est plusieurs partis, c'est un parti unique, c'est une grande maison, il y a un accord qui n'est pas dit. C'est-à-dire il y a un rapport de force, n'est-ce pas? Chaque fois que le rapport de force n'est pas en faveur de la nouvelle génération qui va remplacer l'ancienne, ok, on dit ok, bon, sauvegardons nos intérêts. On va s'arranger après les élections. Et on bloque le jeu politique. Le NMP dénonce ça. On ne s'aligne pas dans ça. Et nous sommes en train de travailler pour briser ce carcan-là. Pour le briser. C'est ça toute la dynamique de notre positionnement à la faveur de cette élection présidentielle. Donc, c'est l'affaire des candidatures de la coalition. C'est vraiment, c'est pour les enfants. Monsieur le Président, pour laisser ça. Monsieur le Président, sur l'axe nord-ouest, quels en sont... Même au cas où il y avait cette candidature unique, elle ne garantit pas la victoire. Elle peut garantir
un scénario de contestation post-électorale, mais garanti par là, il n'y a pas de victoire à la candidature unique. Ça ne veut rien dire. C'est la vérité. Ça peut choquer les gens, mais c'est la vérité. C'est tout. Monsieur le Président, intéressons-nous quelque peu sur l'axe nord-ouest. Monsieur le Président, vous avez parlé de dynamique de coalition sur la base géoethnique. Monsieur le Président, quelles sont les évolutions, selon vous, de l'axe nord-ouest au Cameroun? Bon, il a des bases historiques, cet axe-là, il a des bases factuelles liées on va dire ça, au mot d'ordre, ou bien à la direction que donne la France, qui est le père des axes historiques camerounais, en particulier l'axe nord-sud. Je vous ai indiqué que l'axe nord-sud n'est plus opératoire parce qu'il y a le fait que le sud de l'ancien, l'axe nord-sud, a déjà duré au pouvoir 43 ans et que l'association dérange la France d'une certaine manière, du moins, elle ne maîtrise pas les leviers. La France donc a imaginé un axe ouest-nord pour contrecarrer le Grand Sud. Le Grand Sud. C'est ça le problème. Dans une recomposition géopolitique. Dans une recomposition de la géopolitique interne au Cameroun. Il faut bien comprendre ça, c'est clair. Alors quand je dis que la base de ce débat, il y a d'abord une base institutionnelle dans le cadre de la coopération. Vous allez voir que ces derniers temps-ci, l'AFD, l'Agence française pour le développement, a beaucoup investi à l'ouest du Cameroun. Bon, les gens qui m'abonnent dans les réseaux sociaux, ils ne connaissent pas ça. Ceux qui sont informés font le silence, qu'on ne voit pas. La France a beaucoup investi dans le cadre de l'AFD ces dernières années à l'ouest du Cameroun. Ça, ces investissements sont stratégiques, ce n'est pas pour les beaux yeux, pour la France de l'Ouest. C'est pour créer les bases d'une emprise stratégique sur cette région-là, dans le cadre justement de cet axe ouest-nord. Monsieur Kamto en est l'expression politique. Et derrière, vous avez le double jeu de certaines élites, qui la nuit sont RDPC, le jour sont dans cet axe-là, en attendant le grand soir. Donc c'est ça toute la complexité de cette affaire. Maintenant, vous avez l'autre pôle de cet axe-là qui n'est pas factuel, qui est historique, c'est ce que j'appelais le nordisme politique. Un pour tête de file, actuellement, l'UNDP, Chiroma, et d'autres barons de l'UNDP qui sont dans ce jeu-là, mais qui, comme je vous l'ai dit, la nuit, sont dans le nordisme. Nous reviendrons sur le cas. Bien sûr, sont dans le nordisme et le jour sont RDPC, indépendamment des luttes intergénérationnelles qui travaillent cette dynamique-là. Donc voilà, le contrôle de l'axe nord-ouest, il est le levier de recomposition d'espace géopolitique du Cameroun sous les auspices de la France. Maintenant, il y a un problème. Il faut gérer certains égaux. Il faut gérer le fait que vous avez des agents doubles, comme M. Kamto, dont la capacité à gérer sa double vie politique n'est pas facile pour gêner un peu la construction de cet axe-là, parce que il faut toujours montrer que Kamto, c'est le Messie, ces égarements stratégiques sont des prouesses, sont du génie politique. Il faut transformer sa défaite en tribalisme anti-bamileke. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire là pour brouiller les pistes. Pour brouiller les pistes dans ce sens. Tout ça complexifie cette alliance-là. Ça fait traîner les choses un peu. C'est pour ça que vous voyez Jeune Afrique se fâche. Il les traite de bêtes. C'est que bon, monsieur, hein, c'est pas... On le met un travail, vous êtes des incapables. Voilà. C'est pour ça que Hachin Bembe s'agite. On lui répondra d'ailleurs. Monsieur le Président, nous restons sur le cas de l'élection présidentielle. Vous avez évoqué tout à l'heure deux acteurs politiques, de grandes figures du Nord. Vous avez appelé ça le nordisme politique. Monsieur le Président, vous avez déclaré dans des émissions que M. Bello et Tiroma, vous avez déclaré que les querelles RDPC face à Bello et Tiroma, ce sont des querelles de famille. Vous avez également déclaré que Bello et Tiroma ne sont pas différents d'autres collaborateurs du président Biya que vous avez
auxquels vous les avez assimilés, vous avez déclaré qu'ils ont appliqué sa politique pendant des dizaines d'années et qu'ils ont bénéficié des retombées et des grâces. Ce sont les collaborateurs du Ce président. sont des collaborateurs. Et par conséquent, vous avez déclaré qu'ils sont comptables du régime Biya, Monsieur le Président. Du bilan. Du bilan du régime Biya. Et il y a un débat là-dessus. C'est incontestable, ce sont les collaborateurs. Le vrai problème que ça pose, c'est ce qu'on appelle débat politique au Cameroun, ce qu'on appelle positionnement politique au Cameroun, et ce que vous appelez même le peuple du changement. Parce qu'il y a de gros mots que les gens sont là. Effectivement, peuple du changement. Vous avez dit que le fait qu'ils incarnent un potentiel changement est une déchéance sans pareil de la politique au Cameroun. Bien sûr. Et ça met dos au mur tous ces gens qui ont construit des faux barrages, des fausses murailles de Chine, censées structurer l'opposition au Cameroun. Et la division de la politique camerounaise en vrai opposant et faux opposant. Et là, vous voyez, le serpent se mord la queue. Terriblement la queue, ça fait très mal, parce qu'ils n'arrivent plus à... Ils sont perdus là, pourquoi? Parce qu'ils ont passé le temps à dire aux Camerounais que, n'est-ce pas, être opposant au Cameroun, c'est vraiment... Non, être contre le président Biya, ne jamais pas collaborer avec le président Biya, que le changement, tout ce qui vient de ces régimes-là, etc. Je vois, on a construit le changement comme ça. Mais nous n'avons pas cessé de dire au Cameroun, vous êtes témoins ici, les gens sont témoins, qu'il y a des oppositions au Cameroun. Faites attention, c'est complexe. Et ça nous écoutait. Les Yor et ceux qui ont découvert la politique il y a 2 jours et qui sont des grands experts, des grands stratèges, nous ont dit comment il y avait un chef naturel de l'opposition, il en était le chef, etc. Et que donc, il portait donc la bannière de cette opposition-là, à savoir un anti-biaïsme radical et que être opposant, justement, consiste à être ça. Mais on est surpris de voir que les mêmes gens considèrent aujourd'hui que le président Bello, c'est le Messie, est le chef naturel de l'opposition et que le fait d'avoir travaillé pratiquement 40 ans avec le président Biya n'est pas un problème. La déchéance à ce niveau, pourquoi? Parce que si vous dites que le président Biya et son régime, c'est le pire, et que le président Bello, ayant fait ses classes, toute sa carrière et ses classes, avec le président Biya, il démissionne, et ses autres cadres du parti qui ont des fonctions gouvernementales ne démissionnent pas. Ils vont à ces meetings avec les véhicules de l'État. Ils n'ont pas démissionné. Bello, le seul qui a fait semblant de démissionner. Je dis bien semblant. Semblant. Donc, le président Bello, quittant donc le gouvernement, après l'avoir servi pendant près de 40 ans, devient opposant et devient le meilleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Biya produit du meilleur. Ça veut dire que passer 40 ans auprès de Paul Biya, c'est être meilleur. Il faut que les gens comprennent ce qu'ils disent. C'est être meilleur. De ce point de vue, tout le discours anti-biaïsme primaire n'a plus aucun sens. Voilà dans quelle impasse ces gens se trouvent. Et du coup, la scène politique camerounaise retrouve sa vraie nature, que nous n'avons pas cessé de clamer depuis des années pour dire faites attention, faites attention. Quelle est cette nature, Monsieur le Président? Ben, elle est devant vous. C'est-à-dire que pour, d'abord, l'absence d'une mobilisation sur une base nationale fait le lit des régionalismes et du communautarisme qui lui-même est élevé par ses tenants et par des faux analystes qui, au nom du pragmatisme, célèbrent le repli régionaliste, le vote communautariste. Bon, à partir du moment, mes chers amis, où le principe politique, c'est la communauté d'origine, mais vous voyez donc que les repères sont faussés. Donc, un gars peut passer 40 ans dans le régime, mais le jour qu'il le régime, mais le réflexe communautaire joue à son avantage. Vous voyez que ça veut dire que les électeurs du président Bello, ceux qui se reconnaissent en lui, ils n'ont aucun problème avec lui qu'il ait passé 43 ans au gouvernement. C'est qu'ils ont seulement dit que, bah, ok, ils ont dit que, ok, bon, maintenant, apparemment, le président, maintenant, là, on ne le voit plus, le ministre Ngong, on nous dérange, lèvons les enchères. Montrons maintenant son candidat. Comme ça, en étant candidat,
On va obliger le président à revenir négocier avec nous après les élections. C'est tout. Lever des enchères. C'est pour ça que la coalition n'est pas possible entre le Obama et Chiroma. Pourquoi c'est difficile? Parce que, Point a dit, à l'horizon là, il y a la négociation qui va être faite après les élections. Et je vous ai déjà dit ici que le président Biya sait jouer très bien la rivalité qui est entre Bello et Chiroma. Comme il a su très bien jouer la rivalité qu'il y avait entre Chiroma et Marafa. Ça, ce sont les petits méandres de la politique camerounaise que beaucoup de gens ne connaissent même pas, ils viennent bavarder sur le plateau. Donc, ça fait que c'est un paysage politique fragmenté, extrêmement fragmenté, du moins du point de vue de l'opposition, hein, fragmenté, dans le cadre d'un rapport de force, qui pour l'instant est en toute apparence favorable à la grande famille Ojolatis. Et de deux donc, dans cette grande famille Ojolatis, le président Biya, tenant les manettes de l'État, a un rapport de force qui lui est avantageux. Et ils ne sont pas bêtes pour le savoir. Les bêtes le savent ça. Ils sont des vieux politiciens. Ils bavardent en plein jour, mais ils connaissent ce qu'on appelle le rapport de force. Ils connaissent. Donc, on est dans la levée des enchères. Alors, donc, celui qui a voulu aller plus loin dans la grande famille Jolatis, c'est le MSC et M. Kamto. Simplement, sa double vie politique et le fait qu'il ait un agent double a complexifié sa démarche. Et l'a entraîné dans des contradictions qu'il est incapable de résoudre. Donc, une des premières séquences a été l'invalidation de sa candidature par le Conseil constitutionnel. Et la deuxième séquence, on va la voir bientôt. La deuxième séquence attendue, c'est que certaines figures de sa galaxie lui demandent de soutenir Chiroma ou Bello, de se prononcer. On va voir. Je regarde encore. Je vais parler vite. On va voir. C'est à la fin de tout ça qu'on va faire le bilan. Voilà ce qu'on peut dire. Monsieur le Président, vous avez parlé là de l'agent double, vous avez parlé là de Maurice Kamto que vous avez traité d'agent double. Monsieur le Président, lors de le dépôt des candidatures, on a vu la sortie inopinée de Monsieur Dieudonné Yegba qui a conduit à la disqualification de Monsieur Maurice Kamto. Monsieur le Président, s'en est suivi une campagne de diabolisation de Monsieur Dieudonné Yegba, à la suite de quoi vous avez dit que le vrai traître, c'est Maurice Kamto. Vous avez dit par la suite que Maurice Kamto est le seul responsable de cet échec. Vous avez encore ajouté que Monsieur Dieudonné Yegba n'a pas boycotté les élections en 2020 et que c'est Maurice Kamto qui a boycotté les élections. Vous avez levé plusieurs de ces contradictions et vous avez dit par la suite soutien total à Dieudonné Yegba. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, il faut arrêter d'entretenir un amalgame dangereux pour la conscience publique. Monsieur Yegba n'a pas disqualifié la candidature de M. Kamto. C'est le Conseil constitutionnel qui a invalidé sa candidature parce qu'il avait un mauvais dossier. Point. Il ne faut pas réécrire l'histoire. Il faut faire attention. Il ne faut pas jouer leur jeu. Ils font exprès de brouiller les pistes, de brouiller les cartes. Ils savent pertinemment que ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais comme ils veulent pas perdre la phrase, ils truquent les récits pour victimiser Kamto. Le Dieudonné Yegba n'a pas disqualifié la candidature de M. Kamto. Il n'en a ni le pouvoir ni la qualité. C'est le Conseil constitutionnel. Voilà. M. Yegba a le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi vous l'interdisez ça? Vous avez dit qu'il a le droit d'avoir ses opinions. Non, d'être candidat à l'élection présidentielle. Avec le parti de son choix. Pourquoi M. Kamto a le droit d'aller faire ses tripatouillages en France, tisser ses réseaux avec les Français sans aucune honte, etc. Et M. Yegba n'aurait pas le droit de manœuvrer lui aussi pour être candidat. Pourquoi vous l'interdisez ça? Au nom de quoi? Donc, il ne faut pas attribuer à Yegba ce qu'il n'a pas fait. Maintenant, Yegba a un contentieux avec ses camarades dans le cadre de leur parti politique. Ça ne vous regarde pas. Il gère ça comme lui l'entend. Pourquoi est-ce que vous voulez? Pourquoi ce qui est valable pour d'autres n'est pas valable pour Yegba? Pourquoi? Donc ça, ce n'est pas le problème du Conseil constitutionnel. Il revient à tout homme politique qui a un peu de jugeote, qui a un peu de jugeote. Je ne vais pas dire trop intelligent, qui est un peu intelligent de savoir où il met ses pieds. Surtout lorsque vous avez dit aux gens que l'élection, si, c'est la vie ou la mort. C'est-à-dire, vous dites qu'un cadre électoral est truqué, est faussé, mais vous dites en même temps que
Ça, c'est l'élection de la dernière chance. C'est la vie ou la mort. Mais si c'est la vie ou la mort, si c'est la vie ou la mort, vous donnez les moyens, vous donnez les moyens d'éviter les pièges, puisque c'est la politique. Puisque vous-même, vous avez la même conception de la politique que ceux qui sont en face de vous. Vous estimez qu'en politique, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Donc M. Kamto n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Il le sait lui-même. Je vous dis que, attendez, on ne peut pas dire, attendez que le processus aille au bout. Attendez que ça aille au bout. Parce qu'il y a là, c'est pas une séquence. Hein. La deuxième séquence, c'est là. Ces partisans lui demandent que, bon, du moins, c'était une figure, de donner un mot d'ordre pour la présidentielle, de soutenir. Deuxième séquence, on attend. On verra. Et après, on fera le bilan, mais laissez les gens. Quelqu'un n'a trahi personne. Quelqu'un n'est pas un traître. Le traître s'appelle Maurice Kamto. Point. Et les faits de traîtrise sont visibles, flagrantes. Maintenant, je comprends que ceux qui se sont passés pour de grands stratèges, pour des génies, qui ont réduit la terre, le réel, aux réseaux sociaux, mais ont une gueule de bois féroce. Et que bon, ils refusent d'avaler leur crachat. Mais c'est là, hein, c'est tombé, c'est là. Ils finiront par l'avaler. Ils finiront par l'avaler. Monsieur le Président, nous avons constaté la violente réaction des partisans du MRC à l'endroit de M. Dieudonné Yekba, tant bien même que vous avez donné les contradictions du professeur Maurice Kamto. Monsieur le Président, selon vous, qu'est-ce qui explique ce niveau d'aliénation? Non, c'est pas. C'est la rançon d'une démarche qui est basée sur le mensonge. C'est la rançon d'une démarche politique qui se trompe de saison et d'époque. On pense que ce qui a réussi à Ouattara va réussir forcément à Kamto. Puisque Ouattara est le modèle politique de M. Kamto, vous le savez. Je ne vous informe pas, vous le savez. C'est lui qui l'a dit. Voilà, c'est un fait. Donc, il pense que ce qui a réussi avec Ouattara peut réussir avec Kamto. Ils se sont trompés de matrice politique. Vraiment, comme des enfants. Hein. Pourtant, M. Kamto est le pape du droit. Il est le pape de l'intelligence humaine. Donc, on se demande comment les gens ont fait des erreurs comme ça, en confondant de contexte. Donc, ils se sont pris, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est ça qui les amène à être des radicaux dans la bêtise. Ils sont des radicaux dans la bêtise. Ils sont des extrémistes dans la bêtise. Et vous savez, pour vous être présenté pendant longtemps comme étant des maîtres, des gens qui maîtrisent, qui savent tout, quand la réalité vous rattrape, il est difficile de comprendre que dans la réalité, vous ne connaissez rien. Vous êtes des nourrissons en matière politique et que vous avez besoin de passer encore moins 20 ans pour comprendre la politique. C'est ça qui explique cette violence, n'est-ce pas, qui est à la hauteur d'une frustration profonde. Mais tout ça est leur propre œuvre. Hein. C'est leur propre œuvre. Parce que personne ne leur a demandé de faire ce qu'ils font. Personne ne leur a demandé de dire que le pouvoir est déjà dans leur poche. Personne ne leur a demandé de confondre les performances virtuelles dans les réseaux sociaux aux véritables performances politiques. Personne ne leur a demandé de prendre leur mensonge pour la vérité. Il n'y a rien de pire que de se mentir soi-même et de croire à son propre mensonge vis-à-vis de soi-même. C'est pire que l'aliénation. Un aliéné est même mieux. Là, on est au-delà de l'aliénation classique. Ils sont dans une espèce de... c'est grave, hein. Camisole de force? Non, c'est la spirale du mensonge. Au sens pur du mot. Hein. Le mensonge comme concept. Hein. Pas le mensonge familier, là. Le mensonge comme concept, comme stratégie. C'est-à-dire, basé sur un principe. Tous les moyens sont bons pourvu qu'on réussisse. Je répète, tous les moyens sont bons pourvu qu'on réussisse. Quand vous vous rendez compte que ça ne marche pas, ça vous rend fou. C'est la spirale du désespoir. C'est la spirale du choc, de retour en puissance du réel, qu'on a longtemps nié et qu'on a réduit à son réel imaginaire, au réel virtuel des réseaux sociaux. Il n'y a pas pire en politique que de se laisser conduire par un leader sur lequel, dont on ne connaît pas la véritable réalité, la véritable personnalité. Je répète, il n'y a rien de pire en politique que de se laisser conduire, de se convaincre que le leader ici, un autre leader, il est bon.
alors que vous ne le connaissez même pas. Vous refusez d'étudier sa personnalité. Parce que vous savez très bien qu'en allant étudier, vous allez être désillusionné, vous refusez ça. Mais vous alignez derrière. Oh, 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 vraiment, tout ça. Hein? Apôtre de la résistance, lumière du Cameroun, grand résistant. Il résiste à quoi? Il est résistant par rapport à quoi? Voilà le premier mensonge. Allez, vous mentez. Vous inventez votre résistance. Vous élevez ça au niveau de la résistance. Or, c'est votre résistance à vous. Vous mentez vous-même. Et ça devient vrai. Parce que vous avez des profils sur Internet où vous mentez vous-même. Vous vous auto-intoxiquez matin, midi, soir. Un entre-soi devient la réalité camerounaise. Un entre-soi, c'est-à-dire une communauté d'animateurs sur Internet avec leurs followers. Vous créez une grande communauté sur Internet. Vous dites que non, le Cameroun, c'est nous. Nous voilà, le Cameroun, c'est nous. Mais quand vous vous rendez compte que le Cameroun est loin, très loin d'être vous, vous devenez fou. C'est là ça qui se trouve. Ils vont travailler longtemps pour en sortir. Et j'avais prévenu. Vous aviez dit que Moïse... J'avais prévenu. C'est un être maléfique. Je l'ai dit, c'est démontré. Et je maintiens ça. C'est démontré. Quand vous s'aimez autour de vous la dévastation, le chaos, le désespoir, ouais, il n'est pas meilleur objectif que ça. C'est même doux. Hein? Peut-être pour trouver notre adjectif qui correspondrait mieux à ce qu'il est. Monsieur le Président, nous terminons avec le Cameroun et nous nous intéressons à des acteurs qui ne sont pas considérés comme des acteurs politiques, qui ont fait des déclarations et qui appelaient au changement au Cameroun. Nous parlons de la figure de Monseigneur Cléda et de Sa Majesté Sokudjo. Sur le cas de Monsieur Sokudjo, vous avez dit qu'il choisit ses combats et que dans les combats panafricanistes, on ne le retrouve pas. Vous avez cité par exemple les combats contre le franc CFA, la Banque mondiale, le FMI, les bases militaires, bref, le néocolonialisme. Et vous avez souligné la profonde dichotomie qui existe entre son actif, supposément, entre son passif, supposément UPCiste, et les combats actuels et ses positions actuelles, Monsieur le Président. Vous avez également dit que les acteurs traditionnels, s'ils descendent dans l'arène politique, ils seront traités comme des acteurs politiques, Monsieur le Président. Je voudrais insister sur le double jeu de la galaxie des résistances là, de la résistance nationale. Observez très bien. Ils font feu de tout bois pour démontrer que le président Biya, c'est un valet de la France. Mais dites-moi le silence qu'ils font sur les investissements de la France à travers l'AFD ces dernières années dans la région de l'Ouest. J'insiste là-dessus. Hein. Je comprends bien le parallèle. La duplicité des gens. La duplicité des gens. C'est-à-dire que ils font croire, parce qu'ils sont confondus, puisqu'ils sont des agents de la France, ils font trop de bruit pour démontrer que nous on n'est pas. Et plus ils le font, plus ils montrent qu'ils le sont. Ok, le président Biya, c'est valet de la France. Ok. Pourquoi vous êtes silencieux sur les investissements de l'AFD, bras français de l'impérialisme, du néocolonialisme à l'ouest du Cameroun? Si la France est mauvaise, puisque vous réclamez, vous croyez beaucoup à la communauté, refusez l'investissement dans votre région, non? Il faut refuser. Mais on fait le silence dessus. Comme on fait le silence sur le fait que on ne peut pas créer une communauté de réfugiés politiques en France par hasard. Que c'est impossible. La France n'héberge jamais quelqu'un gratuitement. Je répète, la France n'héberge jamais quelqu'un gratuitement. La France ne vous donne pas l'asile politique au nom de la liberté. C'est pour les idiots, pour les enfants. La France vous donne l'asile en fonction des intérêts de la France. Ça aussi, on veut banaliser ça. Et nous faire croire qu'à partir de la France, on peut venir changer le Cameroun. Nous devons toujours être vigilants et intransigeants sur ces principes de base-là, pour démontrer que les gens ne sont pas dans une démarche de changement. On est dans une démarche de prise de pouvoir. Il faut distinguer les deux. Mon cher Peck, la prise de pouvoir, ce n'est pas le changement. Insistez là-dessus. La prise de pouvoir n'est pas le changement. Les gens font croire que chercher à prendre le pouvoir,
équivaut directement au changement. Non. Il faut rappeler ça. Et c'est parce qu'ils font cette confusion qu'ils se taisent sur le fait que la France investit à travers son bras maléfique, l'AFD, beaucoup à l'ouest dans le cadre de l'axe ouest-nord-ouest. Vous voyez que depuis que j'ai parlé de l'axe nord-ouest, ils disaient qu'ils ne peuvent pas attaquer ça. Ils ne peuvent pas attaquer, c'est un fait. Ils croyaient que personne ne va voir. Ils ne peuvent pas attaquer. Ils tournent autour là, ils ne peuvent pas attaquer ça. C'est un fait. Et le fait qu'on fasse de la France la capitale de l'aventure politique voulant changer le Cameroun. Non, 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 non. On est dans la volonté de prendre le pouvoir. C'est différent du changement. Donc, de ce point de vue, une fois de plus, pourquoi Sa Majesté Sékou-Dieu est silencieux sur, justement, l'investissement français dans cette région-là, à travers le bras AFD? C'est normal. C'est la coopération. C'est l'amour de la France pour le Cameroun, et en général, et en particulier pour la population de la région de l'Ouest. C'est l'amour, non? Donc, il choisit ses combats. Il a même le droit de choisir ses combats. Je ne fais pas ce droit. Il a ce droit. Mais qu'on ne vient pas de me le présenter comme étant la référence, la figure morale, que quand il parle de changement, il faut suivre. Non, 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 il faut arrêter ça. C'est pas vrai. C'est ça que je dénonce. J'ai dit que autant le pouvoir mobilise le chef à son profit, autant ce que tu as le droit de ne pas jouer ce jeu. Ça, c'est pas ça le débat. Mais son silence sur les combats panafricanistes pose un problème. Pour quelqu'un qui dit qu'il est soucieux de l'avenir du Cameroun, il ne peut pas se taire sur les combats panafricanistes. Nous là, Badakani, et ça dérange. Nous avons mené, on a été aux côtés des chefferies de l'Ouest pour les défendre devant les entreprises, des élites du pouvoir visant à fausser l'authenticité des lignées traditionnelles liées à ces chefferies-là. On a été en première ligne. Et donc, nous, on est tellement cohérents que pas moyen, hein, il n'y a pas moyen de nous prendre. On a mené ces combats-là. Donc, c'est ce que je reproche à Sa Majesté Sékou-Dieu, qui est une grande figure morale traditionnelle dans le pays. Mais il faut lui mettre au-dessus, il faut lui mettre en face ses propres contradictions et arrêter qu'on veut nous imposer que quand il a parlé, taisez-vous. Non, Majesté Sékou-Dieu a parlé. Non, 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 non. Moi, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Moi, je n'ai pas d'autorité morale qui me commande en tant que panafricaniste. Il faut que Sékou-Dieu s'engage. S'il veut changer le Cameroun, qu'il s'engage dans les vrais combats pour changer le Cameroun. Pas les faux combats d'apparence. C'est ça. C'est voilà pour M. Cléda. Monsieur le Président, sur Monseigneur Samuel Cléda, vous avez déclaré que c'est un endocolon, que c'est un endocolon en soutane. C'est un young leader. Que c'est un young leader. Version française. Que c'est un anti-panafricaniste et qu'il n'est pas crédible. C'est clair. Et s'il y a encore débat là-dessus. Surtout le temps plus qu'il ne remarque même pas que ce qu'il dit n'a aucun impact sur l'avenir du pays. Une autorité morale de sa chambre devrait mesurer ce qu'il dit. Ça ne sert à rien de parler si ça n'a aucun impact sur le peuple. Il banalise sa parole. Qui va encore écouter ce type dans l'avenir? Il y a beaucoup à faire avec ces oies catholiques. Il y a beaucoup à faire pour édifier les catholiques. Donc, je pense que M. Cléda est dans une démarche politique. Et à partir du moment où il entre en politique, il n'est plus l'autorité morale, il est un homme politique. On le traite comme tel. Je vous dis ça. Moi, je ne vais jamais aller parler à Monseigneur Cléda quand il est dans son rôle de chef spirituel ou religieux des catholiques. Hein. Non, 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 ça ne me regarde pas. Le Cameroun, c'est une terre de laïcité. Il y a beaucoup de religions au Cameroun. Chacun fait ce qu'il veut. Mais à partir du moment où il quitte la chair religieuse pour venir en politique, domaine dans lequel il n'a aucune compétence, et il prend parti, non, on peut laisser faire. C'est de l'imposture. C'est utiliser une influence religieuse, une autorité religieuse et morale qu'il a sur les fidèles pour les induire en erreur. Vous avez également déclaré que toute vraie dynamique de justice sociale au Cameroun trouvera en face d'elle l'Église catholique coloniale. C'est clair, parce qu'elle est partie prenante du pillage du pays. Elle est partie prenante d'un ensemble de privilèges non justifiés qui est son apanage. C'est historique. Hein? C'est historique. Donc, de ce point de vue, il faut balayer d'abord devant sa propre porte. Bon, maintenant, quand nous on tolère certaines choses, on dit, bon, ok, même comme ils ne balaient pas devant leur porte là, on laisse, c'est pas et d'autant pour que M. Cléda vienne oublier les limites de son magistère.
Mais il faut arrêter ça. C'est quoi cette histoire? Que les autorités, certaines autorités catholiques pensent que ils sont une autorité morale d'office dépassant le cadre de la religion catholique. Non, qui fait l'affaire avec les catholiques là-bas, ils n'ont rien à dire à d'autres Camerounais qui ne croient pas à leur magistère religieux. Vous pensez que M. Claude a dit à d'autres Camerounais qui ne sont pas de modèle catholique, qu'est-ce qu'il va leur dire? Montrer quel chemin? Alors que le chemin là qui parle là, il n'applique pas ça, les gens catholiques. Ils ont la poutre dans leur œil. Et ils passent le temps à voir la paille qui est dans l'œil des autres. La paille qui est dans l'œil de l'État. C'est un principe. Il y a la poutre. Je pense qu'ils lisent ça mieux que nous, non? Ils sont censés lire ça mieux que nous. La poutre là, dans l'œil là. La poutre là, elle est très grosse. Ça va même bientôt fermer leurs deux yeux. Il peut faire allusion à la théologie de la libération, monsieur le président. Oh, c'est trop le demander. Les pasteurs catholiques camerounais sont tellement bourgeoisés. Ils leur parlaient de théologie de la libération. Vous voulez les rendre fous? Vous voulez les rendre fous? C'est trop leur demander. Ils sont pas ça. Ils préfèrent un catholicisme frélaté, soumis, hein, dans la pure continuité de l'impérialisme religieux romain. Ils sont dans ça. Ça les arrange. Ailleurs, on voit comment les prêtres catholiques font des choses extraordinaires. Hein? Mais ici, ils sont dans leur embourgeoisement, leur conservatisme putrefait là, n'est-ce pas? Et ils se contentent de ils prennent des grands airs comme si ils veulent intimider les gens, donner leur leçon. Mais qu'ils le fassent dans le cadre de leur paroisse, hein, ça ne nous regarde pas. Mais en matière politique, ils n'ont aucune compétence. Pour montrer le chemin, aucune compétence. Monsieur le Président, nous quittons le Cameroun et nous allons en Côte d'Ivoire. Très récemment, il y a une manifestation qui a réuni plusieurs partis d'opposition, le PPACI, le PDCI, RDA, le GPS en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, face à cette dynamique, vous avez déclaré que Ouattara ne tombera pas par élection et que vous ne croyez pas aux dynamiques d'élection en Afrique. Monsieur le Président, vous avez également dit que vous soutenez quand même cette manifestation parce qu'elle participe d'une pédagogie des populations. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez à dire? Je maintiens ça. Je ne change rien. Je ne crois pas aux dynamiques électorales, particulièrement en Côte d'Ivoire. Celui qui est au pouvoir, M. Ouattara, ne croit pas aux élections. Sauf quand il peut écraser le vote par les armes. M. Ouattara, il écrase le vote par les armes. En ce moment, l'élection est bien pour lui. C'est un fait. Donc, la stratégie, comment j'appelle ça? Sainte-Nitouche. Des hommes politiques ivoiriens qui croient au miracle électoral, moi je ne crois pas. Je peux me tromper, mais je n'y crois pas du tout à M. Ouattara. Mais je salue les efforts qu'ils font pour mobiliser une population qui viendra, qui dure depuis bientôt des décennies. Pas facile. Donc, il ne faut pas supprimer l'espoir aux gens. Ils auront quoi? Le président Gbagbo a le mérite d'entretenir l'espoir, de continuer à l'incarner, malgré l'âge avancé qu'il a. Vous savez, c'est notre icône. Hein? Gbagbo, c'est une grande icône dans le combat panafricaniste, dans le combat de libération de l'Afrique. Il a marqué cette histoire-là. Et pour ça, nous allons toujours le respecter. On ne va pas s'attarder sur ce qu'on peut qualifier comme étant des erreurs de sa part. Tout le monde fait des erreurs, nous dira-t-on. C'est bien sûr, c'est parce qu'on est homme qu'on fait des erreurs. Gbagbo, c'est un grand. C'est notre icône. Et nous ne comptez pas sur le président Bandakani pour manquer les devoirs qu'il a à l'égard du président Gbagbo et de toute la grande famille militante panafricaniste ivoirienne, je précise, grande famille militante panafricaniste. Nous, on se méfie des gens du PDC, les gens comme les Tcham. Je ne sais pas comment on fait pour marcher des trucs comme ça, comme Tcham, c'est une horreur, ça. Mais bon, ils sont dans leur alliance, ils ont fait une alliance, ils ont fait une coalition. C'est bien. Ils se battent dans des conditions très difficiles. Nous, on les encourage, mais je ne crois pas aux élections avec M. Ouattara. Je continue à dire que la Côte d'Ivoire sera libérée de façon spectaculaire. Vous continuez à dire que la Côte d'Ivoire sera libérée de façon spectaculaire. Voilà, sans simplifier le travail que font le président Gbagbo, les autres, Maman, Simon, tous ces gens-là qui se battent dans les conditions de la Côte d'Ivoire, qui sont des conditions concrètes très difficiles.
Monsieur le Président, nous passons directement au Mali. Nous restons en Afrique de l'Ouest, nous passons au Mali. Nous avons très récemment vu la mise en garde à vue, puis l'interpellation de l'ancien Premier ministre, M. Choguel Kokala Maïga. Monsieur le Président, sur cette affaire, vous avez déclaré que vous ne comprenez pas pourquoi les autorités au pouvoir ne peuvent pas donner les mêmes honneurs qu'on attribue aux militaires, aux civils. Monsieur le Président, vous avez dit que ces autorités civiles ont donné autant de leur poitrine que les autorités militaires et que les autorités militaires ne doivent pas se départir de leurs deux pieds, le pied civil et le pied militaire. Monsieur le Président, sur l'arrestation, vous avez dit que le temps sera maître de la situation. Monsieur le Président. C'est clair. Le Premier ministre Choguel Maïga a mon soutien, il aura toujours mon soutien. Tant que ce qu'on le reproche n'est pas fondé. On ne condamne pas quelqu'un pour quelque chose qui n'est pas prévu par la loi. Je répète, on ne condamne pas quelqu'un pour une chose qui n'est pas prévue par la loi. C'est quelle base alors on le condamne? Choguel Maïga a un parcours. Son parcours jusqu'à maintenant montre que c'est un homme d'honneur. Partout où il est passé, il n'y a pas eu de traces de scandale. Donc, à partir de là, je dis, ce passé-là, et en plus ce qu'il a fait pour la révolution malienne, mérite qu'on le traite avec un certain nombre d'égards. C'est ce que je dis. Je ne changerai pas par rapport à ça. Je répète encore, les militaires n'ont pas fait mieux que les civils dans le cadre de cette lutte. Donc, il faut maintenir les deux pieds de la transition. Je maintiens ça. Nous constatons la mise à l'écart de certaines figures. Je maintiens ça, ce qui ne m'empêche pas de continuer à soutenir la dynamique de l'AES et le Mali. C'est tout. Ça ne m'empêche pas de continuer à les soutenir. Pour l'instant, le régime malien a mon soutien. Il aura toujours mon soutien. Mais c'est un soutien critique. On ne fait pas ça. Un soutien qui n'exclut pas des critiques, comme vous dites. Soutien critique. Ce qui se passe, ça n'est pas normal. C'est pas normal. C'est que le traitement qu'on fait subir au Premier ministre Choguel Maïga n'est pas normal. Voilà. Il faut que dans une révolution, il y ait des cadres de discussion pour régler les contradictions avec de l'élégance, avec de la manière, avec de la gentlemania. C'est incroyable. Là, c'est une dérive. Allez voir les faits qu'ils ont reprochés. Vous voyez qu'on cherche le pouce sur la tête d'un chauve. Ça ressemble à une volonté d'écarter quelqu'un qui dérange politiquement. Or, jusqu'à présent, je ne vois pas en quoi Choguel Maïga dérange politiquement. Il n'a posé aucun acte aujourd'hui qui soit de nature à nuire il a appelé à la clarification. À la transition. Non. Il a appelé à la clarification, mais il n'a jamais demandé, il n'a jamais manqué d'apporter son soutien à la transition. Jamais. Donc, de ce point de vue, non. Moi, ma position est claire. Le président Assimi Goïta, le premier ministre Abdoulaye Maïga, ils ont mon soutien. Ils l'auront toujours. Mais, je me réserve de continuer à dénoncer ce type d'acte, qui, de mon point de vue, ne participe pas de la simple morale révolutionnaire entre camarades de lutte. Tant que je n'ai pas les preuves que Choguel Maïga est fondé, il aura mon soutien. Monsieur le Président, nous finissons à l'international avec la rencontre Trump-Poutine en Alaska. Monsieur le Président, c'est un sommet qui était attendu et qui s'est tenu en Alaska très récemment. Monsieur le Président, sur ce sommet, vous avez été invité à dégager les significations et pour vous, vous l'avez clairement précisé, il ne s'agit ni plus ni moins de la manifestation de l'accélération factuelle et irréversible de la chute de l'Occident en général et du collectif occidental en particulier. Monsieur le Président. C'est un fait. Le collectif, l'Occident collectif est en débandade. L'Occident en général et le collectif. L'Occident collectif, oui. L'Occident est en débandade. Trump vient de donner des coups de chicotte forts à l'Europe et à la France en particulier. Là où, à l'Angleterre, là où le collectif occidental a souvent agi de manière en meute, là on voit se dessiner une démarche chaotique où des gens courent derrière les États-Unis, dirigés par le président Donald Trump, pour aller avaler leur langue. Parce que ce que Trump a fait à Alaska, il faut arrêter tout ça. Les sanctions ne sont plus justifiées. Il reconnaît la supériorité militaire russe, de facto. Et il rend acceptable ce que les Européens ont fait semblant pendant longtemps
de rendre inacceptable, à savoir que si négociation il y a, ben, l'Ukraine va céder, n'est-ce pas, et doit satisfaire l'exigence du président Poutine. J'avais déjà dit depuis très longtemps, à l'entame de ce conflit, qu'elle a commencé, que si l'Occident dominait encore le monde, Poutine n'aurait pas osé attaquer l'Ukraine. Pardon, n'aurait pas osé déclencher l'opération militaire spéciale. Il n'aurait pas osé. Le fait que le président Poutine ait déclenché l'opération militaire spéciale et l'ait imposée, l'a maintenu, démontre que l'Occident n'est plus l'Occident et qu'il y a une accélération de cette chute. C'est pas, c'est la fin de l'Occident. Et effectivement, on voit l'émergence d'un monde multipolaire, ce que les Russes appellent les processus multipolaires dans le monde. C'est ça, l'émergence d'un sud global, les BRICS, etc., et l'émergence de l'Afrique. Donc, l'accord d'Alaska est une confirmation, non seulement est une confirmation, mais conforte l'accélération de ces processus au niveau global. Donc, c'est ça qu'il faut. C'est clair et net. Trump prend acte de ça, il ne peut rien. Il prend acte simplement et il espère. Vous parlez de l'avènement du monde multipolaire. Oui, et Trump espère, en apaisant le front russo-ukrainien, du moins en réglant ça, il espère avoir des coups de franche ailleurs pour mieux défendre les intérêts des États-Unis. Non, c'est ça qu'il s'agit. Il n'y a rien d'autre que ça. D'ailleurs, vous voyez, ces derniers jours, le nouveau développement en Ukraine, avec les derniers assauts russes à Kiev, montre que le rapport de force est en faveur, nettement en faveur de la Russie. Et ce rapport de force, n'est-ce pas, il n'y a pas meilleur indicateur de la chute de l'Occident que ce rapport de force, n'est-ce pas, qui permettent au président Poutine d'obtenir par la force ce qu'il ne peut pas obtenir par la diplomatie. Il avait dit, soit ce que je vous demande, soit je l'obtiendrai de manière diplomatique, soit je l'obtiendrai de façon militaire. Et on voit qu'il est en train d'avancer. Monsieur le Président, ce sommet, pour le moment, nous n'avons pas abouti à des avancées significatives. Selon vous, quelles en sont les raisons principales? Non, qu'est-ce que vous appelez avancées significatives? Le sommet a montré l'état de l'Occident collectif. Divisé? Fragmenté, en débandade. Et qui, après avoir braillé, les Européens sont obligés d'aller se mettre à genoux devant Trump. Ça, c'est une réalité. Or, M. Trump a des objectifs politiques qui n'ont rien à voir avec les objectifs classiques des mondialistes européens et américains qui ont toujours marché ensemble. Ça, c'est clair. Et vous n'avez qu'à voir comment M. Macron est largué. Il est devenu complètement fou. Il traite Poutine avec des mots les plus violents possibles. Donc, et j'insiste là-dessus, hein, les mots que Macron utilise pour traiter M. Poutine. Prédateur, ogre. Ça a amené la diplomatie russe a été obligée de réagir. Il dit que mais ces mots-là, c'est un niveau d'indécence inadmissible entre dirigeants d'État. Mais que M. Macron arrive là, c'est parce qu'il est tellement largué et perdu qu'il reste à la violence. Maintenant, la violence l'engageait. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que l'argent russe qui a été confisqué, une bonne partie a été détournée par l'État français, donc M. Macron. C'est pour ça que M. Macron veut que la guerre continue jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà, vous voyez très bien que cette rencontre a eu son... si on n'est pas sorti de là avec des décisions spectaculaires, mais ça vaut son pesant d'or. Parce que c'est une forme d'accélération qui est là et qui, certainement, n'est-ce pas, consolide ce que nous avons dit concernant l'issue de ce conflit. Vous savez, j'ai dit, ça fait longtemps, j'ai dit que moi, je parle plus de l'Ukraine, vous vous rappelez? Vous avez dit que c'est... Oui, la Russie a gagné. Depuis longtemps, moi, je dis ça depuis longtemps. Je n'ai pas besoin de... Dès le début de la guerre. Claire, je l'ai dit. Je l'ai dit dès Mariupol, la chute de Mariupol, je vous ai dit que c'était, de mon point de vue, sur la base de mes observations, vous avez dit que c'était une division de Wagner a vaincu l'OTAN. Autant, c'est tout. Je l'avais dit. Donc, pour moi, ce n'est pas nouveau que Trump ait été obligé de recevoir le président Poutine dans les conditions qu'on a vues, où tous les détails ont été soigneusement respectés. Hein. Les images parlent souvent plus que tout. Hein. On a vu l'image, donc c'est terminé. Donc, Poutine a retrouvé sa respectabilité aux yeux de l'Occident. Attention, l'Occident. Il n'avait pas perdu aux yeux des peuples, ni aux yeux du reste du monde. Mais là, les Européens ils avalent leur langue, ils vont avaler leur carte. Et là, il a frappé, vraiment,
Lev Malos qui a frappé la représentation diplomatique de l'Union européenne à Kiev. Je vais vous montrer à quel niveau le président lui s'est déterminé. Donc, tant pis pour l'Ukraine. Tant pis. Tant pis. Tant pis. C'est ça, d'avoir la tête d'un pays, un dépravé, quelqu'un qui danse toujours au piano avec son sexe et qui est placé au pouvoir par des oligarques eux-mêmes dépravés. Voilà la conséquence. Voilà. Quelqu'un disait il n'y a rien de pire pour un pays que d'avoir un rigolo à sa tête. Et c'est tout. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Nous étions là pour une première édition de la récap. Monsieur le Président, comment avez-vous perçu cette édition? Mais très bon. Très bon. Ça permet vraiment de repréciser nos positions, nos affirmations, de les approfondir. C'est une très bonne débat. C'est une innovation que je salue. Maintenant que les internautes s'en approprient. Totalement. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Nous terminerons avec cette très belle citation. La révolution se fait grâce à l'homme, mais l'homme doit forger jour après jour son esprit révolutionnaire. Che Guevara. Claire. À très bientôt. Merci.